Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à l'émission Parole à l'élu. Cette semaine, une rencontre avec le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Mais tout d'abord, on reçoit le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, Robert Goulet. M. Goulet, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, M. Pilote. Merci encore une fois de venir nous rencontrer. J'aimerais qu'on revienne sur les deux derniers conseils municipaux. On est habitué de voir à la municipalité de l'Ange-Gardien des petits conseils qui vont très rapidement, peu de gens qui viennent vous rencontrer. Mais au cours des deux derniers conseils, les gens se sont présentés au conseil municipal et les gens ont présenté j'ai presque envie de dire leur doléance face à deux projets qui sont présentés. La semaine dernière, on est venu parler d'un projet dans le coin de la Sablière. Oui. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu rapidement là, de quoi il en retourne par rapport à ce projet-là? Il y a un promoteur, M. Guilbeault, qui a présenté il y a déjà quelques années un projet de construction domiciliaire tout près de la carrière, voisin de la carrière, dans le parc des Sables. Oui. Et nous, à la municipalité, on a refusé ce projet. En fait, il l'a présenté deux fois, 2 années subséquentes, et on a refusé le projet à l'époque parce qu'il faisait une demande de changement de zonage de 3 acres à 1 acre en domiciliaire. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que monsieur voulait faire bâtir des terrains d'1 acre au lieu de 3 acres, comme c'est permis actuellement. Parfait. Voilà, c'était permis. Alors, nous, on l'a refusé parce qu'on trouvait que ça faisait beaucoup trop de résidences autour de la carrière, tout près de la carrière. On avait déjà des problèmes, des plaintes qui nous venaient de résidents qui avaient mal de vivre avec le bruit de la carrière et tout ça. Et on comprend là, que c'est pas simple. Ces gens-là ont connu aussi l'usine de compost à l'époque. En fait, c'est vraiment très... On n'était pas intéressés à amener d'autres citoyens dans la même galère. Donc, on a refusé. Monsieur, par contre, nous est revenu avec un projet cette année, beaucoup modifié, où il faisait une demande de changement de zonage encore, mais seulement pour un peu moins que 50 de la grandeur du lot pour les terrains les plus éloignés de la carrière, tout en conservant le zonage de 3 acres dans les terrains les plus près de la carrière. Et en plus de ça, dans son projet, il nous donnait une zone tampon, il accordait une zone tampon de 100 mètres, c'est pas rien, ça. 100 mètres boisés pour protéger du bruit, de la poussière et tout ça. Et en plus de ça, il nous garantissait qu'il aurait dans ses contrats une clause disant aux gens qu'ils étaient conscients qu'ils se construisaient à proximité d'une carrière, qu'il y aurait des bruits, etc., etc. Et ça aurait été une servitude perpétuelle, c'est-à-dire ça aurait été renouvelé d'un contrat à l'autre. Dans cette situation-là, le Conseil a décidé dans sa sagesse que monsieur faisait beaucoup d'efforts et que les risques que l'on voyait dans les premières 2 présentations étaient diminués de beaucoup. Alors, on a décidé d'accepter d'aller en changement de zonage. La population ne l'a pas reçu. La population s'est manifestée et c'est leur droit. Et c'est même beau de voir que des gens se sont pris en main puis ils ont fait une action collective. Et ils sont venus nous dire, par la signature des registres, à 174 signatures... C'est quand même énorme. C'est énorme. Oui. Qu'ils n'étaient pas désireux de voir ce projet-là, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas désireux de voir le changement de zonage. Alors, là où ça nous amène, c'est que la prochaine étape, c'est le Conseil qui doit prendre une décision, à savoir, est-ce qu'on va à un référendum qui porterait sur une plus grande portion de la municipalité. Alors, tous les zones mitoyennes ou les zones contiguës seraient invitées à voter, non pas juste les gens du quartier, pour espérer renverser cette décision-là. On n'en est pas là, on n'a pas pris cette décision encore. Alors, lundi, les gens sont venus nous voir et ils auraient voulu qu'on leur donne une réponse séance tenante, là. Est-ce que la décision est prise? Oui, vous vous retirez, il n'y aura pas de changement de zonage. On n'était pas prêts parce que, comme je leur ai expliqué, nous, on a travaillé avec eux en tout respect et on voulait faire la même chose avec le promoteur. Alors, notre rôle est de travailler autant pour les 2 groupes de citoyens, les citoyens comme tels, et le promoteur, qui est également un citoyen important. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, on ne connaît pas ses intentions pour le moment, etc., etc. Et en plus, notre comité d'urbanisme va siéger seulement que le 21 mai prochain. Et le comité d'urbanisme existe pour justement reviser les projets et faire des recommandations au Conseil. Alors, tout ça n'a pas eu lieu, donc j'ai été obligé de dire aux gens, on ne peut pas pour ce soir. Il y a des gens qui étaient très désappointés, qui l'ont manifesté. Mais à la fin, j'ai
compris que tout le monde était d'accord là, qu'il faut traiter tout le monde avec justesse et se donner le temps. Alors, on ne pouvait pas, à l'intérieur, une semaine plus tard, être en mesure de leur dire « c'est fini » ou « ben non, on continue ». On n'en est pas là. Mais j'imagine, M. Goulet, que le Conseil comprend les craintes des citoyens. Parce qu'on ne parle pas seulement là, du bruit, parce que oui, il y a la partie bruit, mais on a aussi parlé circulation automobile qui va être évidemment augmentée, absolument. Mais aussi les craintes par rapport, parce qu'on sait qu'à la municipalité de Lange-Gardien, il n'y a pas d'aqueduc, donc tout le monde doit avoir un puits. Et les gens, on parle là, finalement que la nappe phréatique commence à se vider et qu'on se retrouve sans eau. Mais on n'est pas la seule municipalité au Québec qui fonctionne comme ça. Si je regarde la MRC, à laquelle nous appartenons, les 7 municipalités, incluant l'Ange-Gardien, fonctionnent avec des puits, sauf dans les anciens villages, là, les petits villages comme Wakefield, où ils ont un petit aqueduc. Mais pour tout ce qui s'installe sur les terrains, à Kentley, Chelsea, Val-des-Monts, La Pêche, en fait, tout fonctionne avec des puits. Et jusqu'à date, on n'a jamais entendu parler qu'il manquait d'eau. Il y a eu une crainte au plateau à cause de la carrière qui a percé dans la nappe phréatique il y a quelques années contre la vision de la municipalité. Oui. C'est le ministère qui a décidé, on est obligé de respecter sa décision. Et les gens ont eu une crainte à ce moment-là parce qu'on doit pomper l'eau qui apparaît dans le trou parce qu'on a percé la nappe phréatique pour aller chercher le matériel. Alors, on a fait faire une étude à ce moment-là. Le propriétaire a installé 6 puits témoins autour de la carrière qui sont vérifiés par le ministère de l'Environnement sur une base régulière. Jusqu'à date, ces puits-là ne varient pas, sauf l'été, parce qu'on a moins de... Il fait chaud et tout ça, on a un petit peu moins d'eau. Ça baisse de quelques pouces, mais les puits restent stables. Alors donc, et également, nous avons payé, la municipalité, une étude hydrologique qui nous a permis de démontrer l'ampleur de la nappe phréatique. En fait, on n'est pas sous terre, on ne peut pas aller voir ça, là, mais ça ne fluctue pas, ça ne varie pas. Alors, les craintes au plateau ne sont pas plus grandes que dans les Apens verts ou ailleurs. Cependant, je comprends que la situation, que les gens ont été alarmés par la perte d'eau qui se fait à la carrière. Donc, les prochaines étapes en ce qui concerne ce projet-là, vous rencontrez le promoteur, vous en discutez pour par la suite décider si oui ou non vous allez consulter votre population. Le CCU va se prononcer, va faire des recommandations au Conseil. Et à la prochaine réunion du Conseil, comme je l'aurais dit, définitivement, à la prochaine réunion, la réponse sera rendue. Mais, Monsieur Goulet, je ne veux pas qu'on passe sous silence l'espèce, j'ai presque envie de dire la sortie que vous avez faite après avoir discuté avec les citoyens, où est-ce que vous avez dit, vous sentez beaucoup de négativisme, si on veut, quand les gens vont vous rencontrer. Oui, et j'ai profité de l'occasion pour demander aux gens d'être prudents, de faire attention. On entend des choses, puis c'est pire encore depuis hier soir, avec tout ce qu'on a appris pour Ville de Laval et tout ça. Ouais. Les gens, maintenant, ont une approche à l'égard de la politique municipale qui est négative. On le sent régulièrement, on rencontre des gens, les gens viennent à nos rencontres, puis on sent qu'il y a une certaine agressivité, et certains même ne nous gênent pas de dire, bon, on sait bien, il doit y avoir quelque chose derrière ça. J'ai demandé aux gens de faire bien attention. À l'Ange-Gardien, je vais parler pour l'Ange-Gardien, je pense que je peux parler pour l'ensemble de mes confrères maires là, de la région ici, de la MRC. On est des gens honnêtes. On travaille pour eux et on est là pour servir. On est là pour faire avancer les choses et ce n'est pas au salaire qu'on est payé là, dans les petites municipalités. On n'est pas là pour de l'argent. Et aussi, il faut dire que nos projets ne sont pas d'une ampleur où on pourrait être approché par les accursos de ce monde là, qui viendront nous offrir des pots de vin. Mais je peux vous dire que personne ne s'est présenté pour m'offrir des pots de vin, puis si quelqu'un le faisait, il trouverait à qui parler assez rapidement. J'ai quand même un passé, moi, où j'ai été au service de la population, j'ai appliqué la loi pendant 35 ans. Mes confrères à la mairie au conseil sont également des gens honorables. Alors, je voudrais demander aux gens de faire attention, de ne pas extrapoler puis de penser que les gens qui sont là pour en mettre plein leur poche et qu'il y a toujours des parties, des petites joutes qui se jouent à l'avantage d'un ou l'autre. C'est pas le cas. Vous n'avez pas sans doute été sans remarquer la présence de votre adversaire lors de la dernière campagne électorale, M. Perron, là, oui, dans la salle au cours des derniers conseils municipaux. M. Perron qui a... il est au dernier conseil M. Perron qui a confirmé sur nos ondes qu'il songeait de plus en plus à revenir en politique municipale. Est-ce que M. Goulet a déjà fait
ou si la réflexion se continue dans votre cas? La réflexion se continue, mais pour un court bout de temps. Là. Je devrais être en mesure de faire connaître mes intentions très prochainement. Je dois vous avouer, ce qui se passe dans le monde municipal là, m'interpelle un peu. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une atmosphère en tout cas pour une personne comme moi, là, qui est un peu dure à vivre. Je regrette ce qui se passe au Québec. Ça n'a aucun espèce de bon sens là, pour certaines maires, certaines municipalités. Mais que les gens, finalement, nous regardent toujours avec un air méfiant, puis tout ça, c'est pas tellement motivant, c'est pas tellement stimulant de penser qu'on va se présenter encore en politique pour régulièrement se faire écorcher par des gens qui ne sont pas prudents puis qui disent des choses qui sont désagréables et tout ça. Nous, on essaie toujours d'être respectueux avec nos citoyens, alors on aimerait Recevoir l'appareil. Oui. Mais si on peut vous remettre un petit peu le sourire sur les lèvres, M. Goulet, la semaine dernière, vous avez présenté, lors du conseil municipal, vous avez présenté vos états financiers. Et encore une fois, cette année, un surplus à l'Ange Gardien. On a un surplus. Nous avons finalement une situation financière des plus enviables à l'échelle du Québec. Nous avons fermé nos livres avec un surplus de 515 000 dont un montant de 225 000 est déjà affecté, c'est-à-dire qu'on a mis un 150 000 dans le fonds de Chamboisé pour l'achat de Chamboisé. On sait qu'on paie 100 000 par année pendant 10 ans, donc on en met un peu d'avance, puis tout ça, puis on progresse avec ça. Et également, on a un 140 000 qui va être versé dans le fonds pour le parc d'affaires, c'est-à-dire pour les dépenses encourues par le développement du parc d'affaires. Alors, on continue à amasser un peu d'argent pour se libérer de ces emprunts-là le plus rapidement possible. Donc, il reste un petit coussin que la municipalité... Il nous reste un coussin de 225 000 alors, pour nous, est acceptable pour une municipalité de notre niveau. Pour pallier, je ne sais pas, moi, à une urgence, voyons, moi, on perdait un camion d'incendie, il faut le renouveler. Alors, on a besoin d'un petit montant d'argent pour rencontrer les dépenses imprévues. Et en terminant, la semaine dernière, toujours au Conseil, vous avez fait la nomination d'une représentante là, à la MADA, c'est-à-dire la municipalité amie des aînés. C'est ça. Alors, nous avons, il y a quelques mois, adhéré à MADA, municipalité amie des aînés, et ça nous a donné une subvention de Québec de 8 000 et la municipalité doit en mettre aussi un montant équivalent, et pour développer un plan d'action et une politique pour les aînés. Alors, et on a passé maintenant à l'embauche d'une personne qui sera responsable de développer ce plan d'action-là et cette politique sur les aînés. Et on parle de plus en plus d'un parc, peut-être, pour les aînés. Oui, bien, c'est un projet qui nous a été présenté simultanément par une citoyenne. Alors, on l'a très, très, très bien reçu. Alors, nous avons un bout de terrain zoné parc dans un quartier qui est relativement grand, qui est beaucoup plus grand pour les besoins pour un parc de quartier. Alors, il y a un bout là, qu'on pourrait aménager pour les personnes âgées. Alors, voilà, on va suivre ça de près. Merci infiniment, M. Goulet. Merci. Alors, je vous invite à rester des nôtres tout de suite après la pause. Maxime Pedneau-Jobin. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu et cette fois-ci, mon invité, comme je le disais avant la pause, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. M. Pedneau-Jobin, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Vous revenez tout juste de la réunion annuelle de l'Union des municipalités du Québec, ou l'UMQ, où ça a commencé de façon assez drastique, Oui. où le maire Gilles Vaillancourt, en fait, l'ex-maire de Laval, M. Vaillancourt, qui a été accusé de gangstérisme,
c'est quand même une grosse accusation. J'imagine que ça a eu des répercussions là, à la réunion comme telle. Alors, ça a été le sujet de conversation en commençant. Là. Moi, d'abord, les gens étaient étonnés du hasard. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais que les arrestations se fassent le jour de l'ouverture de l'Union des municipalités là, et que le conférencier, le samedi, ça soit le directeur de l'UPAC. Disons que c'était assez spectaculaire. Là. Des hasards heureux, si on veut. Des hasards heureux pour eux, mais pas nécessairement pour le monde municipal. Voilà. En même temps, moi, je suis content, là, c'est-à-dire que je suis content que la justice suive son cours. On verra qui est condamné, pourquoi. Là. Mais présentement, tout le monde est un peu vu comme un pourri. Là. Tous les politiciens sont dans le même bateau. Puis pour moi, c'est important qu'il y en ait qui soient accusés, jugés, puis qui aillent en prison pour qu'on sache qu'il y a des gens honnêtes, puis il y en a qui ne le sont pas. Puis ceux qui ne le sont pas, bien, il y a des conséquences. C'est d'ailleurs le son de cloche qu'on avait là, tout de suite avant la pause de la part de M. Goulet, où on a l'impression que peu importe à quel niveau, quel niveau le politicien se retrouve, tous les gens sont des pourris. Ah, c'est dur. Puis j'irais plus loin. Je dirais même les gens d'affaires. Là, c'est toutes les institutions qui commencent à être, qui sont attaquées. Des gens d'affaires, l'immense majorité sont honnêtes, mais on le veut à Laval. Il y en a qui se mettent en main dans sa coche assez allègrement. Puis il faut aussi que ces gens-là soient condamnés. Moi, je pense qu'il faut assainir l'ensemble du système. On sait qu'actuellement, la loi oblige les municipalités, quand on a des contrats, à choisir le plus bas soumissionnaire. Merci beaucoup. Et on sait aussi qu'à Montréal, on a une liste noire là, d'entreprises qu'on ne doit plus choisir. Monsieur le maire Bureau qui a dit que non, on n'en souhaite pas à Gatineau. Du côté d'Action Gatineau, est-ce que c'est le même son de cloche? Bien, c'est que, d'abord, M. Bureau, il ne reconnaît pas encore qu'on est menacé par la collusion. Moi, je prétends qu'on doit être proactif, qu'on doit en faire plus, parce que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis c'est pas vrai qu'on n'est pas touché. Par contre, quand il dit on ne veut pas de liste noire, la situation qui est difficile, c'est que si on enlève, par exemple, en ingénierie, si on dit non à toutes les firmes qui ont été éclaboussées par la commission Charbonneau, il n'en reste plus. Ouais. Donc, faire une liste noire, je ne sais pas comment Montréal va s'en sortir, surtout que c'est un peu farfelu parce que le premier nom qu'ils mettent sur la liste, c'est la seule entreprise qui s'est déclarée elle-même coupable. Alors que les autres ne sont pas déclarés coupables, ils continuent d'avoir des contrats. Ouais. Ça fait que c'est un peu étrange ce qui va se passer à Montréal. Moi, ce que je prétends, c'est qu'on doit diviser des contrats, faire des contrats plus petits pour favoriser l'émergence de petites firmes d'ingénierie qui deviendront des grosses plus tard. On doit faire un certain nombre de choses à l'interne. Pour moi, il y a des mesures de plus que ce qu'on fait là qu'on doit prendre. Mais à la liste noire, là, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Mais est-ce qu'on doit insister pour que Québec enlève cette obligation-là d'obligatoirement aller vers le plus bas soumissionnaire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mesures qui pourraient être mises en place? Oui, on se bat là-dessus depuis des années et ça a changé un peu. Si une firme est condamnée, si une firme n'est pas capable de faire la preuve de son intégrité, ils peuvent ne pas être reconnus par l'Association des marchés financiers, l'Organisation des marchés financiers. Donc, même s'ils sont le plus bas soumissionnaire, on pourrait ne pas faire affaire avec eux. Mais oui, c'est une règle qu'on doit changer. Regardez le pont à Buckingham. Là. Ça prend un an et demi. On n'est pas content, personne, de ce qui se passe avec cette entreprise-là. Puis s'ils gagnent un appel d'offres demain, on est obligé d'aller avec eux. Ça n'a pas de bon sens. Là. On devrait être capable d'avoir un pointage qui dit, nous, on est insatisfaits. Donc, on ne fait pas affaire avec eux. Mais ça s'en vient. Il y a déjà un certain nombre de petites mesures qu'on peut prendre. Donc, on chemine vers ça parce que tout le monde, même à Québec, ils reconnaissent que ça n'a pas de bon sens. En fait, hier matin, Action Gatineau qui a publié un communiqué où est-ce qu'on dénonce le fait que vous avez fait une demande de droit d'accès à l'information pour avoir une copie complète du document sur la révision des dépenses. Ouais. Ça vous a été refusé. Comment on peut expliquer qu'on refuse à des élus, parce que vous êtes des élus... C'est-à-dire qu'il y a une nuance. Moi, comme élu, je peux le voir. Ouais. Puis c'est-à-dire que j'ai vu les résumés, je n'ai pas vu le document final, mais je peux le voir. Le problème, c'est que pour moi, c'est un document qui doit être public. Tout le monde doit avoir accès à ça. Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est un document important qui dresse le portrait de la santé financière de la Ville, et surtout de l'efficacité administrative de la Ville. Pour moi, ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde de regarder ça. Mais aussi, c'est parce que c'est un document payé par des fonds publics. Puis à partir du moment où on travaille 1 an et demi là-dessus, on paye des consultants, on paye des fonctionnaires, et que c'est une analyse qui
qui est d'intérêt public en général, on devrait mettre ça sur le site Internet sans se poser de questions. Pour moi, ça devrait être des automatismes. Puis c'est là où il y a une culture de communication à changer à la Ville. On va au strict minimum plutôt que de faire ce qui est nécessaire. Puis un document comme ça, surtout à l'aube d'une élection, les gens me disent « Vous faites ça pour des raisons électorales? » Absolument. Je fais ça pour des raisons électorales parce que si les gens voient qu'il y a des choses qui vont bien, qu'il y a des choses qui vont moins bien, bien, ils vont être mieux placés pour choisir qui va aller régler ces affaires-là ou maintenir ce qui va bien. Ouais. Donc, c'est d'autant plus important maintenant que de rendre ça public. Parce qu'on fait un portrait, c'est ce que j'ai compris, un portrait qui n'est pas nécessairement positif de la gouvernance à la Ville de Gatineau. C'est-à-dire que c'est un portrait qui est nuancé. Il y a beaucoup de choses positives. On a des employés engagés, on a des gens qui croient dans leur ville, on est bon pour répondre aux plaintes. C'est en haut de la pyramide où on a un problème. On ne sait pas trop où on s'en va, on n'a pas une vision. La planification stratégique qu'on fait est bonne, mais elle n'influence pas la base parce qu'il y a un lien entre le haut et le bas qui ne se fait pas. C'est assez dur comme jugement, mais ce n'est pas que négatif. Puis une des raisons qu'on donne pour ne pas le rendre public, c'est que c'est sensible. Mais justement, là, si c'est sensible, rendons ça public, puis les citoyens et les journalistes sont capables de faire la différence. Ils analyseront, ils regarderont ça, puis ils verront le positif puis le négatif. Donc, moi, je vais continuer de dénoncer ça. Il faut que ça soit rendu public. Et vous me dites qu'en haut de la pyramide, c'est pas nécessairement facile. Et on veut, encore une fois, il y a certaines personnes, un groupe de conseillers qui voudraient, encore une fois, amincir le haut de la pyramide. Le rapport qui a été rendu public la semaine dernière par l'Institut, en fait, c'est l'Institut de la gouvernance. De la gouvernance, oui, voilà, qui est complètement indépendant, on le sait, mais qui suggère 12 conseillers, tout comme M. Tassé le suggérait. C'est quand même assez ironique, si on veut, que le chiffre de celui qui a engagé la firme soit exactement le même. Disons qu'ils ont bien choisi la firme parce qu'ils disent exactement ce que les gens qui ont financé le rapport disent depuis des mois. Moi, je suis convaincu qu'ils se trompent. Puis je le sais que politiquement, c'est peut-être pas bien populaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui tu sais, les gens n'aiment pas la politique, ça fait que moins de politiciens, c'est séduisant. Oui, tout à fait. Alors que c'est pas vrai. Si on veut, ce que la politique municipale a de beau, c'est qu'on est proche des gens. Moi, les gens savent où j'habite, connaissent mon père, connaissent ma mère. Ils me voient fréquemment. Certains diront qu'ils ne me voient pas assez. Et là, on va réduire le nombre de conseillers de 18 à 6. À 12. À 12, pardon, Oui, excusez-moi, à 12. On réduit de 6. Donc, ça veut dire quoi? Moi, je vais représenter les gens de Masson-Angers aussi. Ou une grande partie, parce que là, il faut refaire les districts. Voilà. Donc, je vais être moins proche des gens. Donc, on va se rapprocher de ce qui se passe à d'autres niveaux. C'est des politiciens, on les voit très peu, on les voit dans le journal, puis c'est tout. On ne les voit pas sur le terrain. Pour moi, c'est vraiment une erreur. Si on veut renouveler la politique, puis avec Charbonneau, on sait bien qu'on a besoin de renouveler la politique, là, il ne faut pas éliminer des politiciens. Il faut qu'ils travaillent autrement et qu'il y ait ce qu'il faut pour rencontrer les gens puis être proche de la population. Fait que moi, je suis sûr qu'ils se trompent, d'autant plus pour un quartier comme celui-là. Ce qu'on semble oublier, par contre, c'est que la Ville de Gatineau est complètement différente de tout ce qui se passe ailleurs au Québec. On sait que oui, effectivement, au Québec, on a réduit le nombre de conseillers de 25, je pense, à 21, si ma mémoire est bonne. Par contre, il y a quand même des conseils d'arrondissement, ce qu'on n'a pas du tout à Gatineau. Et ça, c'est majeur parce que, d'abord, à la fusion, on a réduit de 49 à 19 le nombre d'élus municipaux en général. Là, on voudrait baisser ça à 13, là, donc 12 plus le maire. Mais ailleurs, ils ont des conseils d'arrondissement. Donc, si quelqu'un n'est pas satisfait de mon travail, si quelqu'un veut mettre de la pression pour qu'il se passe quelque chose localement, partout ailleurs, il y a accès à un conseil d'arrondissement, donc un maire d'arrondissement, des conseillers d'arrondissement. Ici, il n'y a que moi, il n'y a que l'élu local. Et si on passe de 18 à 12, pour moi, c'est éloigner de beaucoup le citoyen de ses élus. Et le rapport à cet égard-là était très faible, là, parce que pour moi, l'élément des conseils d'arrondissement, c'est majeur. Il n'y a pas ça ici. Donc, on est la ville la plus centralisée au Québec. Est-ce qu'on veut vraiment ça? Ou on veut, comme nous on le propose, là, décentraliser vers les centres de services puis les renforcer? Là, non seulement on centralise l'administration, mais en plus, on va avoir moins d'élus. On va centraliser les élus. Je ne trouve pas ça intéressant. Moi. Par contre, on suggère évidemment d'augmenter la rémunération des élus à environ 75 000 $, ce qui n'est pas une économie parce qu'on veut, d'un autre côté, engager du personnel administratif pour venir aider à ces 12 élus-là. On coupe des élus pour augmenter leur salaire puis
puis financer des attachés politiques. Mais moi, tant qu'à avoir un attaché politique qui est redevable à personne, sinon à son patron, j'aime mieux avoir un élu. On remplace vraiment des élus par des non-élus et avec zéro gain financier. Ça fait que vraiment, là, je ne vois pas beaucoup d'avantages. Ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir moins de monde, donc moins de chicanes, plus possibilité d'avoir des consensus. Mais est-ce qu'on veut vraiment des consensus artificiels ou on veut aller au fond des choses? Dans Gartin, là, on a eu des consensus artificiels, on n'a pas fait le vrai débat. Donc, on a bretté pendant 7 ans parce que quand le vent changeait de bord, on changeait d'idée. C'est pas ça qu'on veut. On veut que tous les groupes, les tendances, les clics soient reconnus au Conseil, soient présentes au Conseil, qu'on fasse les débats de fond, puis qu'après ça, on avance. Si on réduit ça à 12 conseillers, moi, je pense que ça va être facile d'avoir un effet de clic. Et évidemment, dans le conseil, en fait, dans le rapport, en plus là, de suggérer la réduction, on se permet de juger la pertinence d'un parti politique dans une ville. Et vous avez réagi, en fait, pas très gentiment là, par rapport Non. au fait qu'on dit que c'est pas nécessairement Bien, bon. C'est-à-dire qu'il y a des bons arguments contre les partis politiques. Mais ce que je reproche au rapport, qui se veut scientifique, c'est que c'est 4 lignes qui dit, par exemple, on veut éviter les abus systématiques, des oppositions systématiques à Laval et à Montréal. Voyons donc. À Laval, il n'y a même pas d'opposition. Ouais. C'est que le parti au pouvoir. Ça fait que il y a quelqu'un là qui a, en fait, qui ne savait pas de quoi il parlait. Moi, je suis prêt à débattre avec n'importe qui de la pertinence des partis, puis je sais qu'il y a des arguments valables de l'autre côté, mais dans le cas de ce rapport-là, ils disent n'importe quoi. D'autant plus que dans le cas d'Action Gatineau, le droit à la distance existe bien. On l'a vu avec l'acceptation là, du nombre de candidats. Ben on oui, sait que... Mme Pollon est dissidente. Moi, je crois qu'on se donne des outils pour que le parti évite les dérapages des vieux partis. Est-ce qu'on va réussir? Je l'espère. Mais on se donne des moyens que ça ne se produise pas, ça. Alors, M. Pedneau-Jobin, évidemment, la scène municipale qui continue de bouillonner. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré. On se revoit évidemment la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi prochain.